Bonsoir, merci d'avoir bravé la tempête. Et on est très heureux d'accueillir ce soir Philippe Ramette. Donc Philippe Ramette, artiste plasticien. Pour l'instant, tu dis rien, tu contredis pas ce que je dis, tu contrediras après. Sculpteur, performeur, dessinateur, donc il complétera tout à l'heure. Et j'ai envie de dire, pas photographe. On verra si... voilà. Donc ces œuvres sont présentes dans nombre de collections publiques. Donc il y a le Musée d'art contemporain de Marseille, la Maison européenne de la photographie à Paris, le Fonds national d'art contemporain, la Caisse des dépôts et consignations, le MACVAL et bien d'autres. Présent aussi dans les FRAC. Alors là, on est sur l'Aquitaine, la Basse-Normandie, la Bourgogne, la Champagne, le Languedoc, Grand Large Hauts-de-France, Poitou-Charentes, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Voilà. Non, tout ça pour dire que voilà, Philippe est un artiste de la scène française plus que reconnu. Donc après des études aux Beaux-Arts de Nice, donc il a aussi été étudiant. Peut-être que tu pourras raconter aussi. Voilà. Il a abandonné la peinture pour se consacrer en 89 à la sculpture d'objets hybrides, comme objet à voir le monde en détail, un appareil optique qui redéfinit un point de vue sur le monde. Donc là, on est en 89. Je vais faire des gros sauts pour parler un peu de... Bon, c'est un peu subjectif ce que je raconte, mais voilà. Donc c'est en 96, sinon, qu'il a commencé sa première photographie en apesanteur, donc balcon 1. Donc je ne sais pas si le vertige commence là. Et donc c'est le début d'une longue série qui continue, mais bon, ce n'est pas, c'est son travail peut-être le plus connu, mais ce n'est pas le seul qui compose son œuvre, donc j'espère qu'il complétera également. Donc concernant cette série, l'image est fixe, mais je trouve qu'on a une grande sensation d'arrêt sur image. Moi je trouve que l'image est très cinématographique, et sans doute à cause de cette dialectique avec l'impossible. On sent le mouvement du temps, donc les 24 images secondes qui nécessitent une pause, donc cet arrêt pour regarder le monde, le paysage aussi souvent très présent. Toujours la même allure, en tous les cas dans ces séries, costard-cravate, l'homme qui ne sourit jamais, c'est comme ça qu'on définissait Buster Keaton. Donc voilà, moi je fais évidemment le parallèle aussi bien dans le fond que la forme. Donc des situations burlesques qui se conjuguent avec le risque, le vertige, le rire, mais pas seulement. Parce que la chute n'est jamais bien loin. Et d'ailleurs, sans costard-cravate, on est aussi pas loin de la chute. Donc il nous met, je trouve, à la fois dans la joie, le jeu, J-E-U, mais le jeu aussi, J-E. On est interpellé personnellement sur nos perceptions du monde. Voilà, beaucoup de dialectique qui nous demande à nous spectateurs de s'arrêter aussi, pour le plus grand plaisir. Un artiste à contre-courant peut-être, je trouve, par divers endroits, une forme de provocation aussi, celle du fake qui est contrecarré au fond, celle du défier les éléments, la gravitation notamment, mais en vrai et pour de vrai. Celle du temps surtout, de la pause, la question de s'arrêter, qui aujourd'hui, je trouve, est assez courageuse et en tous les cas qui fait du bien. Donc une autre vue du monde, peut-être pour nous dire aussi qu'on n'y voit rien, sans mauvais jeu de mots. Les choses sont sous nos yeux, il nous faut juste changer de perspective. Voilà, donc merci encore d'être là et on va développer. Juste, je me permets donc de vous rappeler les 2 prochaines conférences. Donc David Legrand, mardi prochain, ici à la Cité des Arts, et Nathalie Quintane, le mardi 12 février. Voilà, et on prendra le temps, évidemment, comme d'habitude, pour échanger avec des questions à la fin de son intervention. Merci beaucoup. Merci. Oui, enfin, c'est pas mon micro, mais... Bon, eh bien, il faut savoir que c'est un supplice pour moi d'entendre ma propre voix, donc je vais me faire un peu violence pour parler face à un micro. Je ne sais pas si vous m'entendez, là, tous à peu près. Là-bas, au fond. Oui, ok. Alors, pour peut-être préciser, on va dire, ma présentation, je
je suis effectivement donc un ex-étudiant de la Villarson, mais avant la Villarson, j'avais fait le premier cycle, donc la première et la deuxième année à l'époque, à l'école des Beaux-Arts de Mâcon. Et puis, à l'issue donc de ce qui était à cette époque le premier cycle, j'ai eu la possibilité de passer différents concours et j'ai choisi sur la base au départ d'une simple intuition que j'ai décidé donc d'intégrer la Villa Arson. Donc cette école, je l'ai intégrée en 1987. Et puis, comme vous disiez, on se vous voit en public ou oui, bon. Donc j'ai eu le parcours, on va dire, je crois, assez lambda d'un étudiant d'école d'art, c'est-à-dire que les premières années ont été des années d'expérimentation, d'initiation, de prise de contact de différentes choses, de différents médiums. Et à mon arrivée à la Villa Arson, je m'obstinais encore à considérer qu'être artiste, ça devait être un peintre. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer des professeurs qui assez vite m'ont suggéré qu'il pouvait y avoir d'autres possibilités. Et après une période, donc en fait en 1987, quand je suis arrivé à la Villa Arson, j'ai eu une année, je ne sais pas si c'est une année de crise, mais en tout cas une année de remise en question, que les professeurs de l'époque ont absolument accepté, et qui a fait que pendant une année, je n'ai fait que des dessins. Et ces dessins étaient des dessins qui avaient peut-être pas forcément toujours des qualités plastiques, enfin qui avaient d'ailleurs aucune qualité plastique, mais qui avaient je crois le mérite, en tout cas, de me permettre de faire une sorte d'introspection plutôt agréable, mais en tout cas, voilà, c'était vraiment une année. Enfin, je garde un très bon souvenir de cette année, puisque c'était vraiment une année que rétrospectivement, je considère comme étant très luxueuse. Et donc, en fait, je considère que mon travail, ma pratique, on va dire, a commencé avec cette première sculpture que j'ai réalisée en 1989, qui s'appelle la mobilette crucifiée, comme on le voit. Et en fait, cette première sculpture a été pour moi l'occasion de prendre conscience de différentes choses. En fait, à cette époque-là, j'avais décidé d'installer cette sculpture dans les jardins de la Villa Arson. Et puis, il y a eu, par exemple, enfin, c'était la première fois où j'étais confronté à une sorte de réaction d'un public extérieur à l'école. Et donc, il se trouve que là, des voisins du parc de la Villa Arson avaient appelé le directeur en disant que c'était une pièce scandaleuse et qu'il fallait l'enlever, ce qui avait été l'occasion pour moi de rencontrer pour la première fois Christian Bernard, qui était le directeur de l'époque à la Villa Arson, et qui par la suite a été quelqu'un d'extrêmement important pour moi. Mais donc cette première rencontre était au départ une rencontre assez tendue. Et cette pièce pour moi elle est extrêmement importante parce que pour dire les choses très simplement, je crois qu'elle marque la réunion, ma propre implication dans ma propre pratique. Alors d'une manière extrêmement simple et extrêmement peut-être un peu trop simple d'ailleurs, mais il se trouve que c'est ma propre mobilette que j'ai voulu donc crucifier, et que la crucifiant, je n'en avais plus l'usage pratique, c'est-à-dire que c'était vraiment l'objet que j'utilisais au quotidien. Donc il y avait pour moi, à nouveau pour dire les choses très simplement, mais cette implication qui peut être relativement respectable, mais en tout cas, voilà, c'est cette idée que ma propre vie, en tout cas, prenait part avec ce qui allait devenir ma pratique. Alors, je pense que quand j'avais réalisé cette sculpture à l'époque, j'avais absolument pas conscience que c'était une sculpture qui allait devenir pérenne. Je l'avais vraiment réalisé, c'était pour moi une succession de petits actes symboliques. Mais il se trouve que j'avais été très surpris de voir qu'un artiste, par exemple, comme Ben, que peut-être vous connaissez, à cette époque-là, il passait assez souvent dans les ateliers de la Villa Arson, et quand il avait vu cette sculpture, il avait émis le désir de
donc de l'acheter, et j'étais très surpris, vraiment très surpris que on puisse avoir le désir d'acquérir un objet que j'aurais pu réaliser. Donc là, c'est une sculpture de 1989. Et maintenant, alors justement, c'est une sculpture qui a été acquise par le FRAC Poitou-Charentes. Poitou, comment? Charente, merci. Poitou-Charentes. On peut dire Charette aussi. Voilà. Donc à cette époque-là, je réalisais des objets, des sculptures. Là, en l'occurrence, c'est une sculpture que j'avais pu installer dans les jardins de la Villa Rasson avec l'autorisation de Christian Bernard, qu'il avait trouvé peut-être poétiquement justifiée, en tout cas dans le contexte de la Villa Rasson. Et en fait, le titre de cette sculpture, c'est Espace à culpabilité. Et c'est, comme on le voit, j'espère que la photographie le restitue, c'est une sorte de coin artificiel dissocié d'un coin qu'on pourrait trouver dans une pièce fermée, et dont le titre précise la fonction, si on le souhaite, qui serait de venir, au moment où on le souhaite, se mettre au coin, au regard des autres. Et alors c'était la première fois aussi où dans le titre précis de cette sculpture, donc c'est Espace à culpabilité, prototype, donc il y avait cette idée en tout cas qu'il puisse y avoir la possibilité que ces objets puissent être multipliés, prototype de mobilier urbain. Donc il y avait aussi cette proposition que ces objets, ces sculptures puissent être multipliés et installés dans différents endroits d'une ville par exemple. Alors je pense que c'est important pour moi de dire, peut-être de donner peut-être une clé ou un angle des intentions que je peux mettre dans une sculpture ou dans une photographie ou dans un objet. C'est-à-dire que pour moi, cette sculpture, loin de faire la focalisation sur l'idée de la culpabilité, était censée, en tout cas c'est ce que moi j'en disais, ce que j'en dis toujours d'ailleurs, est censée paradoxalement prendre conscience du ridicule de cette culpabilité. Et quand je réalise un objet ou une sculpture, j'ai toujours besoin de voir une image de cette sculpture. Ce qui explique d'ailleurs par la suite l'apparition de la photographie, puisque c'était vraiment sous cet angle que la photographie est apparue dans mon travail. Et là, en fait, quand je visualise ou quand j'imagine cette sculpture, je l'imagine jamais utilisée. C'est-à-dire que, en fait, le propos est que finalement, paradoxalement, on s'éloigne de la culpabilité. Il y avait aussi, ça misait aussi sur une sorte de mécanisme peut-être un petit peu alambiqué, qui était que se punissant soi-même, puisque là, en l'occurrence, c'était l'utilisateur ou l'utilisatrice qui pouvait décider de venir se mettre au coin, peut-être on pouvait prendre conscience à nouveau de la... oula, ça va être compliqué. De l'absurdité, donc de la punition, et en même temps, se punissant soi-même, paradoxalement, peut-être on peut prendre conscience qu'on devient son propre maître. Donc il y avait, en tout cas, selon moi en tout cas, c'était l'habillage intentionnel que je mettais sur cet objet, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, la phrase qui me revient, c'est paradoxalement de tenter de devenir son propre maître. Alors, bon, là, en fait, je vous ai fait une sélection de photos, donc je passe quand même sur différentes périodes, mais au moment de cet espace à culpabilité, on va en voir un petit peu après, mais j'avais réalisé une vingtaine d'objets qui avaient été énoncés par un ami et un professeur de la Villa Rasson, Joseph Mouton, comme étant des objets à réflexion. Donc il y avait, je crois que là je les ai pas mis dans la sélection, mais il y avait par exemple, ça pouvait donner un objet à se faire foudroyer. Un objet à voir le monde en détail. Un objet énervant. Il faut que j'arrête de dire peut-être. Ça va énerver, je pense. Et cet objet que j'utilise là, donc, qui s'appelle les socles à réflexion, au départ, donc, je l'avais réalisé sans penser qu'il puisse donner lieu à une image, à une photographie.
Donc ce sont des socles, comme on le voit, qui permettent à l'utilisateur, en se surélevant, de changer de point de vue, enfin d'accéder à un point de vue différent. Là, en l'occurrence, tout simplement en s'agrandissant à peu près 1 mètre de hauteur. Et j'avais eu l'occasion de faire 1 ou 2 expositions et j'avais remarqué en tout cas que cet objet pouvait apparaître comme étant assez obscur ou assez mystérieux en tout cas. Et ça a provoqué chez moi en tout cas ce désir de concevoir des images qui puissent, c'était le cas à cette époque, en tout cas être entendues comme étant des sortes de certificats visuels qui garantissaient la réelle solidité des objets qui étaient construits et qui suggéraient une sorte de mode d'utilisation. Donc là, c'est la première photographie que j'ai réalisée, en 1989 également. La photographie a été prise par mon frère. À l'époque, il n'y avait pas d'équipe qui travaillait avec moi, donc là, c'était vraiment une photographie qu'on avait réalisée avec très très peu de moyens, mais qui marque aussi l'apparition de quelque chose qui est devenu récurrent dans mon travail, cette référence au tableau de Caspar David Friedrich, Le voyageur devant la mer de nuages. À ce moment-là, j'avais vraiment le désir très assumé d'imaginer une photographie qui puisse, en tout cas, s'inspirer de cette œuvre qui peut-être plus particulièrement à cette époque-là, qui avait tendance à me fasciner et qui me semblait être porteuse, cette œuvre, d'une fiction potentielle, d'une possibilité de narration, avec ce qu'elle implique. Je ne sais pas si vous voyez donc cette œuvre qui est très connue, où on assiste comme ça à cette contemplation qui est faite par ce personnage mystérieux et dont on ne sait pas réellement. Enfin, moi, c'était plutôt voilà, un motif de réflexion et de construction d'une pensée. C'est-à-dire, je me disais, mais bon, par où est passé, c'est à nouveau très simple, mais je me disais, par où est passé ce personnage, qu'est-ce qu'il a fait avant, voilà. Je vous dis ça parce que ça nourrit ce type de regard que je peux porter, par exemple, sur l'œuvre d'autres artistes. C'est quelque chose qui me nourrit aussi. Donc là, un deuxième objet tel que je les faisais donc à cette période, donc là, je pense que c'est un objet qui date de 1990, qui s'appelle la boîte à isolement, et qui, là encore, la photographie intervenait dans les rares expositions que je pouvais avoir à cette époque-là, qui intervenaient comme, au départ, en tout cas, voilà, comme une sorte de complément de la sculpture qui était présentée à côté, le plus souvent à côté de la photographie. Alors là, c'est un objet pour moi, enfin, peut-être expliquer un peu plus le sens de cet objet, selon moi. Ça peut donner des clés, peut-être, j'imagine, de compréhension des choses qui ont pu se développer. C'est-à-dire que cette boîte à isolement, pour moi, alors il y avait une référence, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est vrai, mais je crois que j'avais lu un texte sur Turner, qui je crois, en tout cas dans ce texte, on expliquait que de temps en temps, peut-être pas systématiquement, Turner s'enfermait dans une chambre sombre, enfin obscure, et puis à un moment, on ressortait pour pouvoir, quelque part, être encore plus sensible par rapport à la lumière et aux couleurs de la nature. Et pour moi, cet objet, enfin, dans cet objet, dans cette sculpture, il y a cette référence, il y a cette idée que, contrairement à ce que le titre suggère, pour moi, l'intérêt de cet objet n'est pas l'isolement, mais au contraire la réouverture de cet objet et la redécouverte potentielle, éventuellement, du monde qui entoure le personnage qui va l'utiliser. Ce scénario de construction, en fait, influe bien sûr sur la fabrication et sur les volumes de cet objet. Par exemple, les attaches, à l'époque, en tout cas, quand quelquefois des personnes pouvaient passer dans mon atelier, il y a eu, enfin, je me souviens d'une personne qui a fait un peu un malaise en l'essayant parce qui était un peu effrayée donc, par la fonction, cette fonction énoncée d'isolement. Et pour moi, c'est toujours important de dire que, par exemple, les attaches qui sont sur le côté de l'objet sont tout à fait accessibles à l'utilisateur et donc peuvent
à tout moment être réouverte et provoquer donc cette cessation de l'isolement. À l'intérieur de cet objet, il y a un masque qui permet de respirer un peu plus confortablement, parce que sinon c'est un peu compliqué. Et ce masque, là aussi, pour moi, il fonctionnait comme une sorte d'appel au silence. C'est-à-dire que c'était quand même une petite entrave à la parole, et donc il y avait cette idée que cet objet, la fonction de cet objet puisse passer, en tout cas, par l'acceptation du silence de l'expérimentation. Ah ben si, il y a le... Donc là, c'est l'objet qu'on évoquait tout à l'heure, donc l'objet à voir le monde en détail, qui est un objet extrêmement simple dans sa facture, et qui, je ne sais pas si vous le voyez, donc il y a un trou sur la face, de face, et qui permet... Enfin, il y a une sorte d'effet d'optique extrêmement simple. Hein. Quand on fait ça, on va 2 doigts, et là, donc, on devine 2 trous qui nous permettent de regarder le monde en détail. Donc là, pour moi, c'est un objet d'attention. Il y a vraiment cette idée que ça puisse être un objet un peu plus pratique, qui puisse être utilisé d'une manière un peu plus fréquente et un peu plus légère, en tout cas, que peut-être d'autres objets que j'ai pu réaliser. Alors, il y a un détail qui est important, enfin qui me semble important, qui est que, comme vous le voyez, là je suis en costume cravate, ce qui va se pérenniser dans l'ensemble de mon travail photographique. Mais à cette époque-là, je mettais un point d'honneur à aller à l'école tous les jours en costume cravate. Donc les jours où je réalisais ces prises de vue, enfin, c'était pas un accessoire, c'est-à-dire que c'était vraiment une sorte d'habit permanent. J'aimais bien. Alors, ce costume avait pour moi une sorte d'importance. Alors là encore, extrêmement simple, mais j'ai toujours été. C'était pas de l'amusement, mais je trouvais que ça pouvait être intéressant d'imaginer que les gens que je pouvais rencontrer, du fait que je sois en costume cravate, même s'il était très grand, que c'était un cravate que j'avais acheté en fripe, mais je mettais un point d'honneur à ne pas correspondre, en tout cas à l'idée entendue ce qui n'est plus le cas maintenant, mais en tout cas peut-être de comment un étudiant en école d'art doit être habillé, ou comment un artiste doit être. Enfin maintenant, il y a beaucoup d'artistes en costume cravate. Enfin, d'ailleurs, souvent en costume noir et chemise noire maintenant. Il y a une sorte de... Quand on va au Palais de Tokyo, il y a beaucoup de... Bon. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc là, c'est, je crois, 1990. Je crois que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc là, c'est une... Alors, ce sont 2 objets, sculptures, qui ont une importance particulière pour moi, parce que c'est la première fois où je réalisais des prothèses. Là, à votre gauche, la prothèse à dignité, et à votre droite, la prothèse à humilité. Donc, ce sont des objets qui sont réalisés en laiton, donc qui ont comme ça une sorte d'apparence relativement précieuse. En tout cas, ce n'est pas des objets dont on comprend que ce sont des objets du quotidien. Celle donc de gauche est un objet qu'on installe sur ses propres épaules et qui maintient la tête de l'utilisateur ou de l'utilisatrice en position entendue et très cliché de dignité, sachant que la dignité, là, grâce à un axe, est plus ou moins réglable, donc on peut être plus ou moins digne. Et puis, donc l'image sur votre droite, qui est la prothèse à humilité, inverse complètement le mécanisme de la première et en fait contraint l'utilisateur à baisser la tête, là encore d'une manière très cliché de l'humilité. Et là encore, elle est réglable et donc on peut être plus ou moins humble. Et ces 2 sculptures donc, sont extrêmement importantes pour moi parce que je pense qu'elles sont à l'origine du travail photographique que j'ai pu développer quelques années plus tard, qui passe justement par l'utilisation, même extrêmement importante et essentielle, même si elles sont cachées, mais en tout cas par l'utilisation de ce que moi j'appelle des prothèses,
qui me permettent d'être dans certaines positions qu'on va voir par la suite. Alors là, le titre, c'est Potence préventive pour dictateur potentiel. Alors c'est drôle parce que c'est une pièce que j'avais faite pour une exposition qu'Hervé Legros avait organisée avec Ami Barak à Vienne. Alors c'est bon, c'est un objet un peu particulier, mais je pense que quand on est face à cet objet, on se rend compte immédiatement qu'il est composé d'éléments de différentes échelles. Les garde-corps sont à l'échelle d'adultes, et puis cette potence préventive est à l'échelle de ce qui pourrait être un enfant d'environ 4-5 ans. Et puis il y a cette chaînette qui, en fait, d'une manière symbolique, en interdit l'entrée. Voilà. Donc c'est un objet plutôt, enfin une sculpture ou un objet à regarder de l'extérieur. Alors j'avais présenté cette sculpture à Vienne et j'avoue que ça avait été un beau fiasco. Ça n'avait pas fait rire tout le monde. Bon, là, je fais un peu une petite saute dans le temps. Là, ce sont des casques miroirs qui sont en verre. C'était, je crois, la première fois où je réalisais une édition en 10 exemplaires. Et donc, ce sont des objets contradictoires parce que donc le titre casque implique l'idée d'une protection, alors qu'en fait, bon, ils sont extrêmement fragiles. Et puis, je pense que enfin, dans le mécanisme en tout cas d'utilisation, portant ce casque sur sa tête, on est d'une manière extrêmement entendue, mis en écho avec le monde qui nous entoure. Voilà, il y a cette idée comme ça d'être visuellement, en tout cas relié avec l'extérieur. Et puis, il y a cette sorte de proximité avec le mécanisme de réflexion peut-être un peu plus cérébral. Voilà, Vous me dites si je vous ennuie, hein, parce que... donc la prison portable, prison individuelle portable. Alors toutes ces sculptures sont à peu près de la même période, donc c'est plutôt 92, 94, là je crois que c'est 94. Donc c'est une prison portable qui quand on la voit, enfin là je pense que vous décelez le fait qu'elle n'a pas de fond, donc en fait, et en fait qu'on peut utiliser en se glissant à l'intérieur de cette prison, et une fois qu'on est à l'intérieur, il y a 2 poignées qui nous permettent de nous déplacer, puisqu'il n'y a pas de fond, avec cette prison individuelle portable. Alors là aussi, à cette époque-là, j'utilisais beaucoup le bois, donc pour des raisons d'ailleurs pratiques, puisque j'avais la chance de pouvoir travailler dans les ateliers de la Villa Arson, où il y avait un atelier menuiserie qui était assez conséquent, et donc ça m'a permis, durant ces années-là, de pouvoir réaliser moi-même ces objets et ces sculptures, et donc d'avoir, à cette époque-là, en tout cas, une pratique matérielle régulière. Là, c'est une sculpture qui s'appelle le point de vue individuel portable, qui dans sa facture, moi j'ai toujours eu un côté un peu névrotique sur la finition des objets. Alors c'est pas j'essayais en tout cas toujours de les finir à peu près bien, de les vernir. Et je pense que cette raison, au-delà de la satisfaction que je pouvais en retenir moi-même, c'était pour à chaque fois conférer à ces objets l'idée qu'ils n'avaient jamais été utilisés. Donc qu'ils étaient en attente d'une éventuelle utilisation. Donc ils n'étaient pas patinés d'une utilisation, ils n'étaient pas abîmés en quoi que ce soit. Là, cet objet, en fait, fonctionne comme une sorte d'axe, donc il est plus ou moins réglable dans le sens de la hauteur. Et puis, je crois... Ah, magnifique. Donc la photographie montre, je crois, le mode d'utilisation de ce point de vue individuel portable, donc qui permet, à condition qu'il soit fiché dans le sol, à l'utilisateur, donc moi-même en l'occurrence,
en s'y installant, tels que les différents éléments le proposent, de venir s'appuyer dans l'idée qu'au-delà de la contemplation du temps de contemplation que le corps aurait permis, de pouvoir éventuellement être dans une contemplation un peu plus longue. Donc c'est une sorte de prothèse, on va dire. Alors c'est un objet qui comporte différentes... Il faut que j'arrête de dire... qui comporte différents principes. Donc se fichant dans le sol, l'utilisateur peut tourner et donc adopter un point de vue périphérique par rapport au paysage dans lequel il se trouve. Et puis cette partie supérieure qu'on a vue avant, donc c'est cette sorte de support qui est tout en haut, est censé recevoir le menton de l'utilisateur s'il le souhaite, et fonctionne là encore comme une sorte d'appel au silence. Un objet, sculpture, qui s'appelle le miroir concasse. Donc là encore, je pense qu'on comprend immédiatement quelle pourrait être l'utilisation ou l'usage qu'on pourrait en faire. Il faut savoir que de l'autre côté, il y a exactement la même chose. Donc un miroir, un autre miroir et un autre marteau installé en sens inverse. Voilà, il y a cette idée comme ça de cet objet qui proposerait une sorte d'acte symbolique, dont moi en tout cas je dis que dont la finalité pourrait être symboliquement en brisant le miroir d'être encore un peu plus dans le monde et dans sa réalité. Alors c'est un objet qui a une histoire que je trouve assez drôle, c'est qu'elle avait été présentée à Beaubourg, c'est une pièce qui date de 1995 je crois, mais elle avait été présentée en 2000 pour la réouverture de Beaubourg, et puis je sais pas, il y avait à cette époque-là un groupe d'artistes, je ne sais pas si c'était vraiment des artistes, mais qui de temps en temps appelaient à des sortes de performances. Et là, en l'occurrence, ils avaient appelé à la réunion autour de cet objet à une heure précise et à un jour précis pour briser le miroir. Et donc il y avait eu des tracts qui avaient été distribués dans le quartier de Beaubourg. Et donc il y a des gens qui sont vraiment venus pensant que c'était quelque chose que j'avais organisé. Et donc Beaubourg avait été obligé de convoquer quelques gardes du corps pour protéger cette sculpture. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi ils n'avaient pas le droit de briser ce... Vincent Tubaille, hein, c'est quand même... Non, je plaisante. Non, mais je plaisante, pardon. Excuse-moi, Vincent, c'était pas drôle. Donc là, nous arrivons effectivement en 1996, avec cette photographie qui marque, en tout cas je crois dans mon parcours, un moment particulier. Donc avec la réalisation de cette photographie qui s'appelle Le Balcon numéro 1 d'ailleurs maintenant. Et au départ, c'était une image de rêve que je voulais reconstituer. Donc c'était vraiment... il y a quelque chose d'assez plaisant quand enfin, moi personnellement, c'est assez laborieux de trouver des nouveaux projets. Enfin, ça passe assez souvent par des sortes de remises en question et de douleur. Et là, en fait, il y a une sorte de fluidité dans ce projet et dans cette photographie. Cette fluidité était que donc un matin, enfin une nuit, j'ai rêvé. Un matin, je me suis réveillé avec cette image de rêve que j'avais fait pendant la nuit, dont j'ai fait le dessin, et que j'avais mis de côté mais pendant plusieurs années, en énonçant le fait que j'attendais une exposition qui me permettrait de retrouver le paysage dont j'avais gardé mémoire. Et donc là, c'était lors d'une exposition dans un lieu qui était superbe, parce qu'il n'existe plus maintenant en tant que lieu d'exposition, qui s'appelle toujours, en tout cas, le Château de Bionnet, qui est un lieu situé vers Lyon, qui était tenu par une femme qui s'appelle toujours Morgane Rousseau, et qui organisait donc tous les étés une exposition. Donc elle m'avait invité à cette époque pour cette exposition, et j'avais tout de suite, moi, proposé donc ce projet, sachant que
la demande de Morgane Rousseau était que cette sculpture puisse rester en permanence le temps de l'exposition. Mais en fait, finalement, moi, la finalité de ce projet était d'imaginer une photographie. C'est un moment aussi important parce que ça marque la rencontre avec un grand ami qui est devenu mon photographe. Depuis cette première photographie marque le point de départ de cette amitié et de cet accompagnement que me fait Marc Dommage, puisque c'est son nom, sur l'ensemble de mon travail photographique. Et donc voilà, on avait réalisé cette image donc en 1996. Et donc je ne sais pas si vous savez comment je réalise ces photographies, mais donc là, en l'occurrence, si on attarde un regard un peu plus long, peut-être que un regard rapide, on peut s'apercevoir que derrière mes talons, j'ai deux cales, voilà, deux cales, merci. Deux cales qui m'empêchent de glisser, et puis ça mise sur le fait, en tout cas, qu'il n'y a aucune intervention donc, numérique ou aucun montage. Ce qu'on voit derrière mon dos, c'est en fait le pan de ma veste. Ce n'est pas un support supplémentaire, c'est vraiment le pan de ma veste. Et ce que j'avais, moi, noté donc, au matin de ce rêve, c'était justement que ce basculement du paysage et la réalité de la prise de vue puisse restituer une sorte d'ambiance venteuse. En fait, le positionnement, là, par exemple, du costume se met naturellement comme s'il y avait, par exemple, du vent ou comme s'il y avait... Et puis, la tension qu'il peut y avoir musculaire qu'il peut y avoir dans l'expression du visage, dans le fait que le personnage soit agrippé à cette rambarde, selon moi, en tout cas, apporte peut-être une poésie, ou en tout cas une tension dans l'image qu'il n'y aurait pas si elle était réalisée de manière différente. Donc j'ai réalisé cette image dans un premier temps pensant que je n'en ferais qu'une. Et puis, alors est-ce que c'est... Voilà. Et puis j'ai réalisé donc cette deuxième image dans la baie de Hong Kong 4 années après. Donc là, le titre, c'est Balcon numéro 2, entre parenthèses Hong Kong, parce que après quelques temps, après avoir réalisé la première photographie du balcon, j'ai considéré en tout cas que cette image, ce principe d'image pouvait supporter une sorte de multiplication de ces images. Alors pas trop, puisqu'en fait, pour l'instant, j'en ai réalisé que 2. Celle-ci, donc en 2000. Alors c'est une photographie qui, là encore, pour moi, marque aussi un moment extrêmement important, mais pas forcément nourrissant l'image. Mais en tout cas, pour moi, c'est important de préciser que je n'ai pas un jour décidé d'aller à Hong Kong faire cette photographie. C'est-à-dire que j'évite ces décisions qui seraient, à mon avis, un peu trop simples. Il faut que ma propre vie m'amène à rencontrer des lieux, des personnes, souvent, mais surtout des personnes et des lieux. Et je mise sur le fait qu'à un moment, il puisse y avoir cette sorte d'intuition que c'est donc à cet endroit que je réaliserai la deuxième. Donc là, en l'occurrence, c'était le cas. Et visiblement, je n'ai pas eu d'intuition pour la troisième, puisque pour l'instant, il n'y a pas de troisième photo. Mais c'est une histoire qui a vraiment... C'est une photographie qui a une histoire plutôt très... Enfin, elle est chargée de pas mal de choses, elle est chargée de pas mal d'anecdotes. Déjà le fait d'avoir considéré que c'était à Hong Kong que je devais faire cette image, donc, est dû à une sorte là encore de rencontre et de hasard, puisque j'avais été invité à l'époque pour faire une conférence à Hong Kong sur les inventeurs. Donc je me suis toujours demandé pourquoi on m'invitait moi, mais bon, j'ai préféré rien dire et aller à Hong Kong parce que je trouvais que c'était intéressant de découvrir cette ville. Et puis, la directrice de l'Alliance française qui me recevait est devenue une grande amie. Donc à cette époque-là, nous avions sympathisé. Et en fait, elle souhaitait me proposer une exposition. Et j'avoue qu'à cette époque-là, je n'étais pas très emballé par l'idée d'une exposition.
Et puis le dernier jour, vraiment à quelques heures de prendre mon avion, Claire Berger-Vachon, pour la nommer, avait organisé un déjeuner avec un expatrié français qui nous avait invités dans un très bon restaurant français où il y avait un très bon Bordeaux. Voilà. Et puis, à la fin du repas, cette personne, très généreusement, m'a suggéré un lieu comme ça pour... et en fait, j'ai eu cette sorte de vision, c'est un peu bête de le dire, peut-être un peu prétentieux, mais j'ai absolument pas compris ce que lui me suggérait, mais en même temps, ce quiproquo a fait que quelques temps après, j'ai considéré que j'ai fait donc ce dessin sur la base d'endroits que j'avais vus à Hong Kong, et que pendant 2 années, peut-être un peu plus, on a travaillé avec l'Alliance française, donc avec Claire Berger-Vachon, à essayer de concrétiser ce projet, parce que c'était un projet qui était, peu importe les difficultés, hein, je ne vais pas parler de ça, mais c'est vrai que c'était un projet qui était assez compliqué, parce que donc il fallait demander des autorisations, que à Hong Kong personne ne me connaît comme voilà, et que donc ça a été un travail patient, patient mais passionnant, qui a fait qu'après donc 2 années de préparation, on a pu réaliser ce projet. Tout à l'heure, vous évoquiez la proximité du fiasco. Enfin, je l'ai compris comme ça, le fiasco ou la chute. Il se trouve que pour cette prise de vue, nous avions 2 jours, 2 matinées, pas plus. Parce que, en fait, hors champ, mais je crois que j'ai des images après qui le suggèrent, hors champ, il y a un bateau qui, entre chaque prise de vue, nous permet de recharger le balcon et de pouvoir, avec Marc Dommage qui lui était sur le quai, pouvoir régler les choses et éventuellement améliorer les choses. Mais donc le premier jour, on avait trop lesté le balcon, donc qui a coulé dans la baie de Hong Kong. Et petite anecdote que je trouve assez amusante, et en fait il a coulé à un moment, exactement au moment où un bus arrivait, et dans ce bus il y avait tous les sponsors qui avaient participé au financement de la photographie, qui donc sont arrivés et ont assisté à mon naufrage dans la baie de Hong Kong. Et il y a quelques images qui existent de ce naufrage. Et je me souviens, moi, de ma détresse regardant le quai, et finalement, j'ai adopté cette attitude peut-être un peu ridicule, mais de considérer que comme le capitaine du navire, je devais couler avec mon balcon. Et bon, j'ai pas été jusqu'au bout, mais par contre, je me souviens d'un sous-lot quand même assez compliqué. D'autant plus que sur cette photo, petit détail hein, technique, mais sur cette photo, j'ai des grosses chaussures de l'armée. Je ne sais pas pourquoi j'avais pris ces chaussures. Et la veille, on m'avait dit surtout, fais pas cette photo avec ces chaussures, parce que si tu coules, l'eau va rentrer dedans et tu vas couler à pic. Voilà. En tout cas, je crois que j'ai battu leur record de nage pour retourner au bateau. Donc ça, c'était la première matinée. Et puis la deuxième matinée, fort de cette expérience un peu compliquée, là il faut savoir que mon costume est encore mouillé de la veille, on avait beaucoup moins lesté donc le balcon. En fait, il y a tout un système, mais je crois qu'on voit, pardon, j'arrête peut-être, voilà. Là, en fait, on voit la structure qui a été construite d'ailleurs par une personne que j'avais rencontrée donc, à Hong Kong, qui s'appelle Édouard Villevaux, qui est à l'époque un architecte qui habitait donc à Hong Kong. Et donc, qui m'avait, je me souviens de notre première rencontre parce que je lui avais expliqué donc, le projet. Et puis, je me souviens de son regard un peu dépité. Et là, il m'a expliqué le principe de la poussée d'Archimède, que je ne connaissais pas. Donc, il m'a dit, mais il faut lester, c'est compliqué. Et donc, il s'est proposé à la réalisation de cette structure qui est finalement une structure assez complexe parce qu'il y a un système d'évacuation d'eau, un système de lestage qui semble être assez mécanique, mais qui est quand même extrêmement efficace, parce que ça nous permettait, à force de réglage, de pouvoir faire en sorte que le balcon s'enfonce dans l'eau à la hauteur que je désirais. Juste pour vous dire aussi, le premier jour, le jour où j'ai coulé parce que justement on avait trop lesté le balcon, qui donc manquait de souplesse par rapport aux vagues. Et en fait, un bateau taxi qui fréquente beaucoup cet endroit, a provoqué des vagues, et en 3 vagues, le balcon s'est rempli, et voilà. C'est ce qui explique le naufrage. Et en fait, là, on voit, par exemple, alors c'est pas une
complexité pour la complexité, mais c'était effectivement, Édouard Villevaux avait vraiment, je crois, tout envisagé. Donc, en fait, il y a des attaches qui nous permettaient à un plongeur de venir me chercher régulièrement pour me ramener sur un porte-container. Mais voilà, tout ça était assez... a participé au fait que c'est une photographie qui, pour moi, affectivement, on va dire, est assez chargée. Là, c'est le même système que pour le premier balcon, donc j'ai des cales derrière les pieds, et puis il y avait eu, avant la prise de vue, des répétitions qui me permettaient, moi, d'avoir bien intégré la position des bras, et donc de pouvoir me mettre à la demande de Marc Dommage dans la position désirée. Alors là, c'est une photographie peut-être qui date de la même année, qui s'appelle, j'ai oublié le nom, je crois l'éloge de la paresse, qui est, alors bon, je ne sais pas si c'est très important de savoir, mais c'est une photographie que j'ai prise à Monaco. Donc là encore, bien sûr, en fait, toutes les photographies qui vont suivre sont des photographies qui ont été prises par Marc Dommage, qui maintenant accompagne le travail, cette partie-là de mon travail, en tout cas d'une manière extrêmement généreuse et fidèle. Oui, donc là, en fait, voilà, je pense qu'on comprend assez vite le principe ou la suggestion que comporte cette image. En tout cas, par ce ballon, il y a cette suggestion qu'on puisse s'alléger la pensée et puis peut-être, une fois de plus, être dans une contemplation, là pour le coup, un peu plus allégée. Moi, j'aime toujours bien quand même raconter. En fait, donc j'ai fait cette photo sur une plage publique de Monaco. Et en fait, hors champ, il y a des gens qui sont en maillot de bain, qui sont en train de prendre le soleil. Et puis, il y a des enfants donc, qui voyaient ce ballon et donc qui voulaient me payer pour aller faire un tour de ballon. Voilà, toujours. Alors ça, c'est le fauteuil à coup de foudre. Donc il reprenait, mais j'aurais dû, j'ai pas pensé à mettre le premier objet à se faire foudroyer. Donc là, c'est vraiment une sorte de suite, en tout cas, pas de déclinaison, mais de suite, de deuxième version, en tout cas, de l'utilisation de la foudre. Donc là, c'est un objet, donc, comme on le voit à conversation, qui permet à deux personnes, finalement, de se mettre en situation d'attente potentielle d'un coup de foudre. Là, c'est une des rares photographies qui de par son ambiance générale, c'est une ambiance automnale. J'ai pas l'air de m'amuser follement. Cet ami qui pose avec moi a une mèche naturelle blanche qui induit une idée de temps et d'aspect laborieux de ce coup de foudre qui ne vient pas. Et en même temps, cette obstination à vouloir rester dans cette attente du coup de foudre. Donc là encore, c'est la même période. Donc le titre, c'est Canon à parole. Vous voyez, les titres sont souvent très littérales, très simples. Donc le canon à parole. Là, le propos, comme on le voit, c'est une sorte de porte-voix qui est installé sur un axe, qui comporte un viseur sur le sommet. Et donc, on peut choisir éventuellement de cibler une personne à qui on voudrait déclarer ou déclamer des paroles qu'on souhaiterait donc déclamer. Au départ, c'était un objet que j'avais imaginé multiple. D'ailleurs, c'est une petite édition, ça existe en 3 exemplaires, et que j'imaginais, par exemple, potentiellement installé dans un jardin public. Donc avec cette idée que ou dans un espace urbain, mais que par cet objet puisse être à l'amorce d'une discussion ou de débat. Donc il n'y a vraiment pas, moi, dans mon esprit, cette idée guerrier, même si le viseur, effectivement... Le viseur, personnellement, je trouve que j'aurais dû en faire un autre modèle, un peu moins... Là il y a un côté un peu militaire, on va dire. Mais en tout cas, il y a cette idée aussi vraiment de cibler la personne à qui l'on veut s'adresser. Là, c'est un objet que j'avais réalisé, là encore, avec un ami qui est devenu un ami très cher, avec qui je continue à travailler, qui est un ami... designer qui s'appelle Mathieu Paillard. C'est un enfant qu'on est en train de... que j'avais rencontré à Nice il y a très longtemps et qui, voilà, on est devenus très très amis et donc qui
qui a un rôle très important dans mon travail parce qu'il accompagne, on va dire techniquement, la réalisation de certains de mes projets. Et lui, en tant que designer ou en tant qu'architecte, puisqu'il est architecte également, en fait, me permet d'une manière un peu moins compliquée, de rencontrer des artisans, puisque maintenant je travaille beaucoup avec des artisans, j'ai plus vraiment une pratique régulière d'atelier, mais je considère qu'il est beaucoup plus intéressant de travailler avec des corporations qui auront un savoir-faire beaucoup plus grand que le mien, bien sûr. Donc là, en l'occurrence, ça m'a permis de passer aussi à l'utilisation de matériaux autres que le bois. Tout ce qui était en bois, c'était des choses que moi je réalisais, mais assez vite, j'ai eu l'envie et le désir, en tout cas, de suggérer une pérennité peut-être ou un temps de vie un peu plus long à ces objets ou à ces sculptures. Donc une vitrine qui date de 2002, je crois qu'il y a aussi au FRAC Poitou-Charentes. Alors une sorte de vitrine, là encore, dont on comprend assez vite le mode d'utilisation. Donc en fait, il y a cette première porte, cette mini-porte, qui permet à qui le souhaite d'accéder par une sorte de passage secret, mais vraiment extrêmement modeste, de pouvoir tout fermer à cette personne, de pouvoir tout fermer derrière lui ou elle, et de pouvoir s'exposer au regard des personnes qui pourraient être dans le lieu d'exposition. Il y a une sorte comme ça de proposition d'attitude démocratique. Pour moi, il y avait aussi dans la manière dont c'est fabriqué ce rappel à certains jeux enfantins, c'est-à-dire il y a le côté aussi, on passe par une zone un peu obscure, le côté un peu grenier, et puis on découvre une sorte d'autre monde. Il y a de ce sens, en tout cas pour moi. Peut-être un peu plus de ce sens que la simple proposition de s'exposer. Donc là, c'est un moulage de mon propre cerveau. Non, alors là, c'est un cerveau. Alors là, la photo, elle ne le restitue pas. Enfin, si, quand même. Donc c'est un cerveau dont les proportions ont été multipliées par 3 ou 4, 3, je crois. Et donc c'est un cerveau en bronze qui a été après trempé dans un bain d'aluminium. Et donc qui, d'une manière générique, ce qui explique peut-être ce que l'agrandissement suggère, en tout cas, qui explique que c'est une sorte de pensée générique. Enfin, il y a volontairement cette idée de changer d'échelle et d'assister là finalement à une réflexion visuelle. Et, il pourrait y avoir un sous-titre qui est qui pourrait être éloge de la pensée. Voilà, mais vous verrez que j'ai fait d'autres éloges de la pensée plus récemment. Je crois qu'il reste beaucoup de photos. Je ne sais pas quelle heure. Ah oui, ça fait 1 heure, non? Ah, d'accord. D'accord. Donc là, c'est une installation que j'avais faite en Belgique, qui s'appelle le karaoké pour dictateur potentiel. Donc là, qui reprend, comme on le voit, la configuration d'un espace de meeting et qui permettrait, dans le principe, à chacun de pouvoir monter sur scène. Le système sonore est en mode de fonctionnement. Donc, a priori, s'il n'y a personne, c'est le silence. Et puis, en fait, quiconque décide de monter sur scène se positionne devant le micro. La personne qui est positionnée devant le micro est face à un écran témoin qui diffuse les mêmes images que sur grand écran. Et qui en fait, comme un karaoké, c'est une sorte de karaoké de différents dictateurs qui ont pu exister au XXe siècle. Voilà. Alors là encore, pour moi, il y a je sais plus, je crois qu'il y en a. C'est Gilles Barbier qui a fait, je crois, une vidéo où je crois qu'il se filme en train dans des postures de dictateur, enfin comme un orateur, et puis en fait il y a des rires qui accompagnent, il me semble. Hein, peut-être je me trompe. Pour moi, en tout cas, il y a de cette proximité, c'est-à-dire que ça mise sur le fait. Là, par exemple.
on a bien sûr volontairement installé quelques personnes. En gros, on se dit que ce n'est pas un spectacle grand public, c'est plutôt un fiasco. Il n'y a pas beaucoup de monde qui se sont déplacés pour aller utiliser ce karaoké. Mais en même temps, ça mise sur une sorte de soupape qui fait qu'on puisse à un moment se dire que tout ça, finalement, est extrêmement... Enfin, qu'un dictateur existe aussi par une sorte d'acceptation quand même de la chose. C'est-à-dire que si on considère... encore hier, je regardais un documentaire sur Histoire, sur Mussolini, et en fait, j'avais choisi cet extrait d'ailleurs volontairement parce qu'à aucun moment cette personne peut être crédible. C'est-à-dire qu'en fait, il est tellement chaplinesque dans ses expressions qu'à chaque fois que je vois des images comme ça, je me dis mais comment on a pu, enfin ils ont pu se laisser aller à penser que c'était malheureusement possible qu'ils prennent le pouvoir. Donc il y a cette idée aussi qu'on évoquait à midi presque d'analyse d'image, en tout cas d'adopter par rapport à des images qui nous sont présentées peut-être un regard critique et faire l'éloge de la capacité de la déconstruction des images et d'une compréhension un peu plus critique. Donc là, c'est un point de vue. Donc je ne sais pas si vous voyez, donc, au sommet, c'est un point de vue qui fait 9 mètres de haut, je crois. Et donc au sommet de ce tube, il y a une assise de chaise sans les pieds. Et donc c'est un point de vue, comme on le voit, qui est totalement inaccessible et qui n'est juste là que pour suggérer que par rapport à l'espace où on se trouve, il y a aussi une multitude potentielle d'autres points de vue accessibles ou non accessibles. La notion de point de vue, elle est très, enfin, la notion. Le point de vue, j'utilise beaucoup ce terme de point de vue, de changer de point de vue. Je pense que c'est quelque chose qui est très présent dans mes photographies. Il y a vraiment de ce scénario-là. Là, c'est un plongeoir qui, comme le point de vue c'est le titre, qui, comme le point de vue est inaccessible. Donc c'est une sorte là encore, je ne sais pas si c'est une métaphore, en tout cas de ce que moi je considère comme étant la vie, c'est-à-dire le fait qu'il y a cette idée. Là, en fait, je ne suis pas intéressé par la chute, je suis intéressé par cette tentative d'élévation, dont on sait très bien qu'elle se soldera par une chute, mais finalement, c'est le temps comme ça de l'élévation que je trouve intéressant et positif. Alors là, c'est une photographie un peu plus récente qui date de 2002. Donc qui a pour titre le socle rationnel et qui a pour sous-titre Hommage à la mafia. Donc qui fait référence, cette référence visuelle à ce mode d'exécution qui peut être pratiqué par la mafia, mais qui, pour moi en tout cas, fait plutôt une référence, c'est une image que j'ai conçue comme une sorte d'hommage inversé au socle magique de Piero Manzoni. Donc il y a là c'est le pendant rationnel du socle magique. Alors, là encore, il y a toujours plein de... Enfin, je ne veux pas trop m'étendre sur les anecdotes, mais là c'était assez drôle parce que pour des raisons pratiques, on avait choisi de faire cette photographie en Égypte, dans un hôtel qui était un lieu de villégiature pour la mafia russe. Mais ça, on ne le savait pas en fait avant d'en prendre conscience. Et en fait, il faut imaginer que là encore, hors champ, il y a des ventres assez importants de mafieux complètement ivres à 8h du matin qui sont en train, avec leur tuba, de regarder, qui regardent. Enfin, on trouvait très drôle avec mon équipe de se dire qu'ils venaient pour se reposer et ils ont un rappel de leur propre travail. Alors c'était une photographie qui était assez compliquée parce que donc à cette époque-là, d'ailleurs je plonge plus, mais je n'avais jamais plongé et Marc Dommage n'avait jamais fait de photographie sous-marine. Donc il a fallu, là, c'est pas très, très important, mais il a fallu quand même qu'on s'entraîne, qu'on se prépare pour cette image qui était physiquement assez sollicitante. J'avoue que j'ai mis pas mal de temps pour me remettre de cette photo parce que donc moi en fait j'arrivais avec mon équipement de plongée mais quand même habillé en costume. Là aussi les mafieux russes ne comprenaient pas pourquoi un zinzin mettait un costume, un matériel de plongée et disparaissait pendant une demi-heure sous l'eau. Et donc j'enlevais le matériel et donc j'étais vraiment dépendant de l'équipe qui m'accompagnait. Donc en fait, hors champ, il y a un plongeur qui attend que je l'appelle. Et quand je l'appelle, il vient me donner de l'air avec un long détendeur.
Et ce long détendeur lui permettait, à partir du moment où moi je reprenais le détendeur, de sortir du champ de la photographie. Et quand je lui faisais signe que j'avais repris ma respiration, il le tirait très vite, et donc ce qui explique que le détendeur n'apparaît pas. Mais par contre, il fallait aussi qu'on prévoie, qu'on anticipe le fait que les bulles du détendeur, qu'il fallait qu'on attende que les bulles du détendeur soient suffisamment hautes pour qu'elles soient plus dans le champ, dans le cadre de la photographie. Je dis ça parce que je pense que ça explique aussi une sorte de fidélisation qui m'est très chère, en tout cas par rapport à quand je suis en période de prise de vue avec l'équipe qui me suit. C'est-à-dire que je me suis très vite rendu compte que faire une photographie sous-marine, c'est un peu une évidence, mais ça implique une grande complicité avec celui qui va faire la photo, puisque moi je ne suis pas bien sûr, celui qui fait la photo. Et donc, en fait, je pense que c'est des photos qu'on a pu faire un peu plus facilement parce qu'avec Marc Dommage, on a cette relation d'amitié et qu'on avait déjà réalisé des choses ensemble. Et donc, ça nous a permis de passer outre le fait que quelquefois, il est important de pouvoir parler et de régler des choses verbalement. C'est-à-dire que là, en fait, ce sont des photographies qui impliquent pas mal de répétitions. Et une fois qu'on est sous l'eau, il n'était pas question de remonter à la surface entre chaque prise. Donc j'étais pendant à peu près une demi-heure dans cette succession d'apnées et de respiration un peu rapide. Donc là, voilà, c'était une des images du making-of où là je ne suis pas suivi par les mafieux russes. Alors vous évoquiez le dessin aussi, donc là c'est par exemple le type de dessin que je peux réaliser, qui ne sont pas des dessins que je considère très plastiquement intéressants, mais là par exemple c'est le dessin préparatoire d'une photographie. Alors ce dessin préparatoire, il a une importance particulière parce que déjà il me permet de suggérer à Marc Dommage à nouveau le plan que je souhaiterais, en tout cas pour cette image. Sachant qu'au départ, je pars toujours d'un dessin imaginaire. C'est-à-dire, je peux faire quelques repérages de temps en temps, mais le plus souvent, c'est un dessin imaginaire qui implique qu'il va falloir s'adapter une fois qu'on aura trouvé le lieu de la prise de vue. Mais en tout cas, donc, le dessin suggère, on va dire, à peu près les proportions du personnage dans l'image, et puis le type de paysage que je souhaiterais utiliser. Donc là, par exemple, alors je crois que c'est une série de dessins. Oui, donc là, c'est une série de dessins. Donc ça date de 2003. Donc là, c'était donc les dessins préparatoires d'une première série photographique que j'ai réalisée en 2003, qui était réunie sous le titre générique de Promenade irrationnelle. Donc voilà, là il y a des... oui, ça je ne l'ai pas vraiment fait. Voilà. Voilà. J'aurais peut-être dû alterner en fait les images. Mais donc voilà, ça correspond au premier dessin. Donc là, il y a bien sûr la nécessité de s'adapter à la réalité d'un lieu. Donc il y a forcément bien sûr des différences entre le dessin préparatoire et finalement ce que le lieu va réellement apporter. Mais les proportions et le cadrage, je crois, sont à peu près respectés par rapport au dessin préparatoire. Après, moi je pars du principe que je n'ai pas le regard de Marc Dommage sur... moi, quand je fais les choses comme je pose, et puis je suis un peu occupé par ailleurs, mais Marc Dommage, par exemple, suggère souvent des choses que moi, bien sûr, je n'avais pas perçues, comme par exemple, il a choisi un cadrage qui permettait à cette route d'être un peu plus présente que ce que moi j'avais choisi au départ. Et ça aussi, c'est des choses que je considère en tout cas qu'à ces moments-là, il est toujours important, sans que ce soit forcément des discussions permanentes, mais en tout cas de se dire, d'être capable de remettre en question l'image que j'avais imaginée et de se dire, oui, effectivement, c'est beaucoup plus intéressant si on inclut tel élément ou tel élément. Donc ça nécessite une adaptation au moment de la prise de vue que moi, je trouve très enrichissante et qui m'apporte beaucoup. Donc là, toujours le costume. Donc là, par exemple, on voit une sorte de préparation de cette photographie
qui est, je trouve, assez intéressante parce qu'en fait, finalement, voilà, je suis à 1,50 m du sol et la photographie restitue, on va dire, une impression complètement différente. Donc là, pour réaliser ces photographies, en amont, avec Mathieu Paillard, en fait, je fais construire ce que j'appelle donc ces prothèses, mais qui sont donc des structures métalliques qui me permettent, qui sont pensées pour être les plus discrètes possibles et surtout potentiellement fixables sur différents supports. Donc là encore, pour moi, il y a un lien très fort entre la conception de ces prothèses, de ces structures métalliques, et puis mon travail de sculpteur. C'est ce qui me permet, en tout cas peut-être quelquefois, d'éloigner le fait qu'on puisse, que pendant un moment, on m'a considéré comme photographe et qu'en aucun cas je me considère comme photographe, mais plutôt comme un sculpteur qui réalise par moment des images, mais d'une manière assez irrégulière. À cette époque-là, effectivement, je comprends le quiproquo qui ait pu s'installer, qui n'était pas grave en soi, mais parce qu'effectivement, je réalisais des séries photographiques et qu'effectivement, mon travail de sculpture avait été mis en sommeil. Donc là, c'est la photographie qui correspond à celle que vous avez vue, le personnage sur l'arbre. Donc là, on voit une des prothèses discrètement. Marc Demage, d'ailleurs, qui est de dos avec le survêtement bleu, et Mathieu Paillard, qui est en train de m'installer sur la prothèse. Toute l'équipe était réunie là. Donc là, c'est une image que je n'aimais pas trop, celle-ci. En fait, si sur certaines images, on pouvait mettre le son, en fait, là, je suis en train d'hurler. Je suis en train de dire, j'en ai marre, pourquoi je fais ça? Là, la position était assez compliquée à tenir, parce que donc, bien sûr, pour des raisons pratiques, il faut que les prothèses soient les plus discrètes possibles. Donc, on n'est pas dans la recherche, enfin, je ne suis pas dans la recherche du confort. C'est vraiment l'essentiel qui me permette de rester un temps plus ou moins long, mais en général assez court, dans les positions. Et puis, il y a tout un travail, d'ailleurs, c'était le cas sur les photos sous-marines, c'est-à-dire qu'en fait, il était pour moi important que le costume se place tel qu'il serait si j'étais à l'extérieur de l'eau. C'est-à-dire que, peut-être pas pour la première, mais là, par exemple, il y a eu, avec une amie décoratrice, tout un travail, mais quand même un travail conséquent et important sur le costume pour qu'il se mette pour le reconstituer dans la position. Ça, c'est une photo que j'aime pas du tout. Il y a une amie qui marche sur le chemin, mais là c'est une photo qu'on a voulu faire absolument, mais la lumière a changé très très vite et bon, voilà. C'est pas une lumière, je trouve, très 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 intéressante. En fait, c'était dans cette série, c'était la première qu'on réalisait, donc c'était une sorte d'échauffement. Là, ça montre voilà, la mise en place. Alors là encore, on n'était pas sûr que la prothèse lâche, donc j'avais demandé à ce qu'il y ait une sécurité. Il faut savoir que, bon, après, à nouveau, c'est pas très très intéressant, mais donc le tractopelle devait partir après pour se mettre hors champ de la photographie, devant d'ailleurs, il partait devant, mais après revenir en marche arrière. Et donc j'avais quand même des grands moments de solitude sur ces photos, parce que déjà j'étais pas sûr de la solidité. Et donc j'avais demandé une sécurité, et puis on a pu faire cette photo, et puis après je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas fixé la sécurité parce que ça les emmerdait. Donc là, c'est une photographie. Alors là, par exemple, il y a eu une chute. Bon, photographie où j'utilise la même prothèse que là et que l'arbre. Donc il y avait aussi dans la conception de ces prothèses l'idée qu'elles puissent être en tout cas utilisées pour différentes photographies et dans différentes ambiances. Là, c'est une photographie qui a été réalisée chez un ami qu'on a en commun, qui est patron d'un bar très sympathique à Paris, qui s'appelle La Perle. Donc là, en fait, pour la petite histoire, il faut savoir qu'on a eu le temps de faire la photo, mais que la prothèse a lâché tout de suite après. J'ai cassé le cendrier de cet ami en céramique. Donc je suis en dette avec cet ami depuis maintenant très longtemps. Je tiens à le dire, parce que... Et c'était la première fois où j'étais
Enfin, j'avoue qu'il y a eu une sorte de petit syndrome post-traumatique après cette expérience de la chute, parce que c'était pour moi enfin, c'était très intéressant parce que, donc, contrairement au titre générique Promenade irrationnelle, là, il y avait un rappel de la rationalité extrêmement, un peu douloureux. Là, c'est donc, voilà, j'utilise encore cette même structure. Peut-être je monte un peu plus vite. Là, c'est le titre. Il y a quelquefois des sous-titres. Et là, le titre, je crois, est Métaphore de la vie. Enfin, il y a vraiment cette idée que durant une vie, on tente de s'accrocher en permanence. Alors là aussi, je vous livre une petite anecdote, mais bon, je suis désolé, c'est peut-être un peu trop. Là, en fait, c'est une photographie qu'on avait réalisée très très vite avec Marc Dommage et l'ami de Marc. Et donc, on avait installé cette prothèse qui, en fait, forme une sorte de U. Donc, il y a une partie qui est sous le sable, puisque c'est en fait à marée montante ou descendante, montante, je crois. Donc, en fait, on a l'eau, il doit y avoir, je sais pas, 3 cm d'eau. Et ça fonctionnait quand même assez bien, parce que donc, je m'installais assez vite, et on était sur une plage à Julouville, enfin en Normandie. Donc c'était une très très longue plage. Et donc il y a des gens qui se promenaient, c'était un dimanche matin, qui se promenaient et qui n'avaient pas vu l'installation. Et en fait, à force d'approcher vers moi et Marc, en fait, ils me voyaient dans cette position. En plus, il y avait du vent, donc il y avait une sorte d'élasticité qui était assez photogénique. Et puis qui me voyaient comme ça accroché en train de parler au photographe. Et j'avoue que de l'endroit, puisque à nouveau les prothèses sont conçues comme ça, c'est-à-dire que si on tourne peut-être un petit peu, on va découvrir certains détails de la prothèse, mais par rapport à l'angle choisi de la prise de vue, elle devient visuellement en tout cas totalement invisible. D'ailleurs, cette photographie, au départ, elle n'était pas prévue. Cette série photographique, je l'avais réalisée pour une exposition que je préparais dans la galerie avec qui je travaille maintenant, qui s'appelle la galerie Xipas. Et donc, au départ, cette photographie n'était pas prévue dans cette série photographique. Et en fait, cette photographie, c'est justement un hommage à l'artisan qui a réalisé cette prothèse, que j'avais été visiter un jour pour valider la pièce. Et puis, je pense je suis quelqu'un d'assez inquiet en permanence. Et donc là, j'ai émis, je crois, visuellement, mon visage a émis des doutes sur la solidité de la prothèse. Et donc, il s'est un peu énervé, il s'est un peu vexé. Et il a commencé à souder la prothèse sur sa table de travail. Et il s'est installé exactement dans cette position en allumant une cigarette. Donc, en fait, c'est la reconstitution de cette scène dans l'atelier, mais qui est devenue une sorte de, au-delà de l'hommage à l'artisan, qui est devenu une sorte dans l'exposition, d'image qui pouvait marquer une sorte de temps suspendu à la conception de l'exposition. Parce qu'au sol se trouvent les dessins préparatoires des autres images. Donc il y a cette idée comme ça d'une sorte de temps de pause, peut-être d'éloge de la paresse, à l'intérieur de la conception d'une exposition. Donc là, c'est une photo que j'avais faite à Monaco. Bon, je passe sur les anecdotes, hein, parce que donc là aussi c'était à Monaco. Alors ce sont 2 photographies qui, il se trouve qu'au moment où on réalisait les autres photographies, donc en 2003, j'avais été contacté par ce lieu qui s'appelle le Grimaldi Forum, qui est un lieu culturel à Monaco, où je crois qu'ils avaient vu le balcon à Hong Kong, et donc qui me proposaient au départ d'utiliser le balcon à Hong Kong pour une campagne de publicité sur ce lieu, ce centre culturel. Et moi, j'avais trouvé que ce n'était pas très, très bien d'utiliser le balcon à Hong Kong. Et donc, je leur ai dit, mais en ce moment, tout est prêt pour éventuellement faire des photographies. Donc, on a très vite été amené à aller à Monaco pour réaliser ces photographies. Je ne sais plus pourquoi je dis ça. Là, il y a une sorte d'hommage à Klein. Sachant que peut-être j'ai passé peut-être un peu vite sur la période niçoise, mais j'ai une attache, enfin une affection pour cette ville pour différentes raisons. Mon père est niçois, mais aussi parce que c'est les années de la mise en place de mon travail. Et voilà, j'étais en tout cas très heureux de réaliser cette photographie pas très loin de Nice. Mais par exemple, j'ai prochainement en projet de réaliser une photographie à Nice, parce que c'est un peu comme une pièce de puzzle qui manque. C'est-à-dire que
Les photographies, je crois que je l'évoquais tout à l'heure, sont des mises en image aussi de mon propre cheminement à l'intérieur de ma propre vie. C'est-à-dire que les lieux sont pas dus au hasard. Là, par exemple, c'est une photographie que j'ai faite à Montmorin, qui est dans les Alpes de Haute-Provence. Et en fait, il a fallu que je sois ami avec le patron d'un restaurant, tiens encore, mais pas Jean-Philippe. Et donc, j'ai sympathisé avec le patron, qui est devenu un grand ami, et qui, un jour, peut-être j'étais un peu dépité, je lui disais que j'avais du mal à trouver des lieux, et lui est originaire de cette petite vallée qui est assez difficile d'accès, et donc nous a permis et nous a offert la possibilité de travailler dans des conditions absolument incroyables, avec des mises à disposition. Par exemple, le tractopelle, c'est lui qui... Je n'avais pas prévu, moi, un tractopelle, enfin voilà. Et donc, c'est en allant là sur le lieu que les projets se sont... que l'évidence, en tout cas, que cette série photographique devait se faire est arrivée. Donc là, j'utilise la même prothèse que pour la route. Alors là, c'est autre chose. Donc, je ne sais pas si c'est un titre, peut-être lévitation de chaise, je ne sais pas. Mais, là, c'est une sculpture que j'avais réalisée pour une exposition organisée par Jean-Yves Joannet, je crois que vous connaissez, ou que peut-être vous avez rencontré, qui était commissaire d'une exposition qui a lieu, je crois, tous les ans, à Pommery, donc les propriétaires de Champagne. Et je crois que c'était l'idiotie, il me semble, l'énoncé générique de l'exposition. Et donc, voilà, là, c'est une sculpture, c'est quelque chose que j'ai développé par la suite. Donc, c'est une sculpture qui est en bronze et qui est peinte, comme on le voit, d'une manière hyper réaliste et qui est censée, comme ça, provoquer, peut-être sûrement un temps très bref, mais une sorte de quiproquo visuel, hein, c'est-à-dire le fait qu'on se dise, tiens, voilà, qui mise sur ce temps extrêmement bref d'un bref moment de poésie. Bon, bah, je retravaillerai l'ordre des photos. Donc là, c'est une photographie que j'ai faite en 2005, à l'invitation de Jean Blaise, qui à cette époque-là avait été le commissaire d'une Nuit Blanche, donc la Nuit Blanche de 2005, et qui, moi, m'avait invité, non pas pour exposer, mais pour réaliser l'image qui allait être utilisée pour la communication de la Nuit Blanche. Donc là, finalement, j'ai beaucoup hésité sur les lieux. Et puis, un jour, je passe tous les jours devant ce lieu, donc l'hôtel de ville. Et je me suis dit, mais finalement, pourquoi pas faire cette photo sur les toits de l'hôtel de ville ? Symboliquement, il y a quelque chose de tout à fait cohérent par rapport à la Nuit Blanche. Et surtout, c'est un lieu qui propose un arrière-plan assez exceptionnel. Voilà. Donc là, on avait installé un projecteur. Ce que je souhaitais avoir hors-champ, une source lumineuse qui suggère en tout cas une sorte de poursuite presque théâtrale par rapport au moment photographié. Voilà. Donc c'est là où il y a un petit problème d'ordre. Donc là j'ai réalisé en 2007, donc des éditions de ces sculptures qui sont censées être à l'origine d'une sorte de quiproquo visuel, mais qui là, en tout cas dans le contexte, ça vous permet de voir je crois, la belle qualité de cette sorte de trompe-l'œil. Et là aussi, ça a été l'occasion de fidéliser, de créer en tout cas une sorte de complicité avec le fondeur avec qui je travaille maintenant d'une manière très régulière, qui est une fonderie située en Normandie qui s'appelle la fonderie Bockel, et qui est une fonderie qui a c'est souvent le cas chez les fondeurs, mais là qui plus particulièrement, en tout cas, entretient avec les artistes un rapport de confiance et une certaine proximité qui fait que c'est extrêmement agréable de travailler avec eux, des fois justement en s'accordant le luxe du temps de la réalisation d'une sculpture et le luxe de souhaiter aller vers une belle qualité. Donc voilà, il y a différents modèles. Là, je ne sais pas si... Non, voilà. Donc là, voilà. Alors là, c'est une sculpture que j'ai utilisée pour une photographie
où la chaise donc était posée au sol. La photographie était retournée, donc on avait l'impression que cette chaise s'était suicidée. Donc c'était deux versions contradictoires. Alors là, je crois que c'est une deuxième série photographique qui date de 2006, qui était donc, je pense, les réminiscences de cette expérience en Égypte, et donc qui sont des photographies que j'ai réalisées en Corse. Je pense qu'il y a une petite dizaine d'images sous-marines. Là, c'est l'arrivée. Donc là, le titre est Exploration rationnelle des fonds sous-marins. Donc le travail que j'évoquais tout à l'heure sur le costume, sur la disposition des poids, puisqu'en fait je suis lesté d'une manière simple, mais en tout cas assez efficace, ce lestage me permettait d'être vraiment dans une pose telle que j'aurais pu avoir si je marchais à l'air libre. Donc là, toujours le même mode de fabrication, enfin de réalisation, avec ce plongeur qui vient me donner de l'air, qui me... qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est ça. Voilà, donc il y a une série avec des moments particuliers à chaque fois. Donc là, par exemple, c'est la sieste. Je fais souvent comme ça à l'intérieur de mon propre travail, quand par exemple j'imagine des séries, il y a toujours, comme celle d'avant, des moments de pause et des moments de sieste. Là, ce qu'on voit, c'est la coque du bateau qui nous avait permis d'accéder sur le site. Là, c'est l'attente. J'attends un rendez-vous manqué. Là, ce n'est pas une photo que j'aime beaucoup, qui est d'ailleurs le sujet d'une discussion. Enfin, on a arrêté d'en parler, mais avec mon galeriste, ça avait été le sujet de petites tensions, parce que lui, je ne sais plus dans quelle position, il l'a trouvé morbide. C'est peut-être celle-ci où il me disait, on a l'impression que tu t'es pris une balle dans la tête et que tu es au sol. Et moi, je disais, mais non, c'est une aversion. Donc, du coup, on a décidé de mettre, enfin, c'est un peu bête ce que je raconte, mais donc on a décidé de mettre 4 attaches qui permettent aux éventuels collectionneurs de pouvoir choisir le sens qu'ils souhaitent. Le contact. L'ascension. Une pause à nouveau. Je crois que c'est la sortie, hein, mais ce n'est pas le titre, c'est pas le sous-titre. Voilà, donc là, c'est des photos qu'on avait réalisées en Corse, là encore, dans des conditions absolument superbes. Dans un lieu qui s'appelle Starezo, qui est un lieu, une base océanographique belge, et qui a pour particularité, sur un périmètre assez réduit, d'avoir ces différents types de fonds. C'est un lieu protégé, et donc en faisant, je ne sais pas, 500 mètres, on a des fonds sableux, les fonds que vous avez vus, quoi. Là, c'est une sculpture qui a été pérenne, donc qui est installée au château de Chamarande, qui est une échelle, mais en fait qui est une échelle agrandie, dont les proportions ont été multipliées par 3, je crois. Je me suis fait un peu insulter quand j'ai installé cette sculpture par les gens qui fréquentaient le parc du château. Je peux comprendre pourquoi. Mais c'était vraiment, alors c'est des fois assez mystérieux comment viennent les projets, mais à ce moment-là, je revenais de Toronto et j'avais été frappé par la surdimension des immeubles et puis le fait que j'étais en permanence avec l'impression que c'était pas très loin et en fait je me rendais compte à chaque fois du fait des dimensions que c'était très loin. Alors il faut se dire que le château de Chamarande est un lieu qui offre une perspective assez étonnante, enfin une très longue perspective. Et donc là, ça mise sur le quiproquo visuel, c'est-à-dire le fait que si on a une extrémité du parc du château, le fait de l'agrandissement de cette échelle fait qu'on a l'impression qu'on est relativement proche de ce château et en fait on en est assez loin. Alors ça correspond à un moment où j'avais donc interrompu, sur une décision assez peut-être un peu brutale, j'avais interrompu donc mon travail photographique puisque j'en ai eu marre en fait assez vite et j'avais l'impression d'être entré dans une sorte de systématisme de production et puis le fait que peut-être ça marchait aussi, on va dire en termes
dans le contexte des galeries, enfin, j'arrivais à en vivre assez bien. Mais quand même, à un moment, je voyais s'installer ce qui me semblait être un quiproquo gênant, en tout cas pour moi. C'est-à-dire que je devenais une sorte de photographe dont les gens qui suivaient le travail imaginaient toujours qu'il puisse y avoir une surenchère sur les prises de risque pour les photos d'après. J'avoue que ça m'a assez vite ennuyé et dérangé. Et donc, aussi bien l'échelle que, par exemple, cette installation qui s'appelle L'ombre de moi-même, ont été réalisées à peu près à la même période. Alors, L'ombre de moi-même, donc c'est une installation. Hein, donc là, c'était au château de Chamarande, où j'avais eu une exposition personnelle il y a quelques années. Et pour moi, c'est une sorte de pièce presque, quelque part en réaction avec ce quiproquo qui s'était installé, mais qui n'était pas grave en soi, c'est pas non plus, mais dont il me semblait que par ma pratique, je devais en tout cas essayer de corriger. Donc là, en fait, comme on le voit, je mets en scène dans cette installation donc les attributs qui m'étaient devenus là encore assez clichés et qui étaient devenus systématiques. Et puis, il faut savoir que bon, la photographie, il fallait choisir l'angle, mais en fait, donc hors champ, il y a ce qu'on appelle une poursuite en théâtre, enfin, comme là d'ailleurs, dans lequel j'ai fait installer un gobo qui représentait mon ombre qui avait été photographié. Donc, je crois pouvoir me permettre de dire que c'est une installation qui fonctionnait assez bien, visuellement en tout cas, qui pouvait par certains côtés être assez surprenante, en particulier dans ce lieu, le château de Chamarande, qui porte en lui une ambiance très particulière, très cinématographique, pour reprendre une expression utilisée. Alors là, c'est une installation que j'avais réalisée lors d'une exposition au MAMCO. Donc le MAMCO, c'est donc un musée à Genève, dont le directeur était Christian Bernard, qui, après avoir été directeur de la Villarson, a été le directeur du MAMCO pendant assez longtemps. Et donc, là encore, c'est un espace meeting. On va dire que c'est une sorte d'autre version de l'espace du karaoké pour dictateurs. Alors, c'est une pièce, je crois, assez légère, assez enfantine d'ailleurs, qui se veut, par les couleurs, rappeler cette sorte de moment particulier qu'est l'enfance. Et puis, avec ce pseudo... comment on dit pupitre, avec des micros, donc, qui seraient censés suggérer ou accélérer le processus de devenir un petit dictateur. Donc là, c'est 2009. Le titre, c'est La traversée du miroir, entre parenthèses, image arrêtée. Donc c'est un objet comme ça, une sculpture qui peut apparaître comme étant relativement mystérieuse quand on la regarde comme ça. Il faut savoir que de l'autre côté, là encore, il y a un miroir. Et en fait, ce miroir permet, à condition qu'on se mette en place, là en l'occurrence de cette manière, qui permet de suggérer visuellement l'image qu'on aurait, je dis au hasard, disons un dixième de seconde avant la traversée du miroir. Donc bien sûr, il est impossible de traverser le miroir, mais le propos de cette pièce, de cette sculpture, c'est de tenter de s'en approcher au plus près. On peut encore un peu plus près, mais voilà. Toujours au MAMCO, donc un Punching Stone. Le sous-titre est Hommage à Nietzsche. D'une manière, voilà, il y a une sorte d'une manière entendue, l'idée que par l'intermédiaire de ce Punching Stone, qui fait référence bien sûr à la boxe, qui permettrait de suggérer à l'absurde, et d'une manière absurde, donc le dépassement de soi et le dépassement de ses propres limites. Voilà, ça fait un peu série. Donc là, c'est les suicides d'objets. Alors, ça a pour origine une installation que j'avais faite pour une exposition dans laquelle, d'ailleurs, il y avait Philippe Maillot, que peut-être certains ont rencontré, à l'invitation d'André Poutman, à l'époque, qui avait organisé une exposition au BHV, qui est un lieu, je ne sais pas si vous connaissez le BHV à Paris, qui est un lieu... en termes d'histoire de l'art assez important, puisque je crois que Marcel Duchamp y a acheté le porte-bouteille, me semble-t-il. Je ne dis pas de bêtises? Oui, c'est là?
Non? Oui, ah, merci. Merci. Et donc moi, il faut imaginer que cette installation, en fait, avait été présentée surtout dans le contexte du BHV, qui a donc ce grand magasin où il y a des rayons de bricolage assez conséquents, enfin où il y avait. Voilà. Donc c'était assez drôle de voir, au-delà du vernissage, puisque l'exposition était restée un mois à peu près, de voir la réaction des gens qui fréquentaient le magasin sans savoir que c'était donc une exposition d'art contemporain et qui donc pensaient que c'était un présentoir tout à fait crédible que les gens du BHV avaient installé. Bon, là, c'est... Vous évoquiez Buster Keaton tout à l'heure. Donc là, c'est un hommage à Buster Keaton qui reprend une des scènes très vue d'un des films où il lutte contre une tempête, ou en tout cas il est pris dans une tempête à l'intérieur d'un village. Je me demande si c'est pas Jean-Yves Joannet qui au départ avait dans un texte évoqué Buster Keaton me concernant, je crois. J'avais déjà lu le Buster Keaton de l'art contemporain. Et là, donc, en fait, donc, il y avait encore cette période un peu réactive par rapport aux photographies. Alors, j'ai fait une photographie, par exemple, de cette chose, mais la photographie était un fiasco total. Et surtout, elle avait absolument rien d'intéressant. Et en fait, il m'a semblé, je ne sais pas si là c'est intéressant, mais il m'a semblé justement que finalement, on voit l'envers du décor de ce qu'aurait pu être une photographie. Ou alors là, on a fait un petit saut dans le temps. C'est sûr, j'ai fait une sélection. Oui. Oui, donc j'accélère. Je pense que j'ai mis trop de choses, hein, pour être très franc. Bon, là c'est une sculpture qui a une importance particulière pour moi, puisque donc, je l'avais réalisée pour une exposition qui s'est appelée Paris Delhi Bombay. Et ce qui était particulier, c'est que les artistes qui le souhaitaient, à l'invitation, donc c'était à Beaubourg, avaient la possibilité de partir en Inde pour différents séjours. Et moi, j'avais choisi de travailler avec des artisans indiens pendant un petit temps. Et donc, j'étais revenu en France avec cette sculpture un peu lourde qui reprend les codes de fabrication de quelques places publiques en Inde, en tout cas dans certaines régions d'Inde, et qui s'appelle l'éloge de la transgression et qui montre une petite fille qui semble être surprise en train de monter au socle, sachant qu'elle a les deux pieds troués, enfin comme une sculpture, et que sur le socle, il y a deux tiges qui seraient nécessaires à la fixation d'une sculpture, sur ce socle. Voilà. Donc là, c'est une sculpture en bronze. Oula, là, il faut que j'accélère. Là, c'est une installation que j'avais fait. C'est très rare que je fasse des installations, mais là, c'était à une exposition que j'avais eu la chance d'avoir au CRAC à 7 en 2009. Et donc, j'avais eu une sorte de carte blanche. Et là, j'avais réalisé cette salle qui s'appelle une salle fiche, enfin, qui reprenait. Il y avait là encore cette référence à la photographie, et donc avec ces objectifs fisheye qui ont tendance à arrondir tous les angles. Sauf que là, donc, les angles des murs étaient réellement arrondis, et donc on rentrait dans cette salle et on avait une sorte de... Bon, là, je passe très vite. C'est un parcours pour funambules, mais qui ne marcherait pas droit. Une sorte de métaphore de la vie. Là, c'est... Alors, c'est à nouveau... quelquefois, je m'autorise à réaliser des pièces, pas en réaction, mais qui puissent avoir un écho particulier avec quelques écrits que je peux lire sur mon travail. Donc là, en fait, le titre, c'est « Portrait tragicomique ». Et en fait, on peut penser que j'ai eu un problème cérébral, mais en fait, si on tourne autour de la sculpture, on se rend compte que d'un côté, je souris et de l'autre côté, je suis très triste. Voilà, donc en fait, c'est un portrait, un autoportrait qui réunit une sorte de deux attitudes contradictoires, mais complémentaires, selon moi. C'est un peu long à expliquer, mais il faut savoir que cette sculpture, en fait, j'ai eu la chance de travailler, je suis un peu du name dropping, j'ai travaillé avec une amie qui s'appelle Fanny Dechaillet, qui est chorégraphe, et on a conçu un spectacle de danse ensemble. Et cette sculpture a été adaptée par un danseur qui est réellement installé comme la sculpture le montre. Et puis ce socle est installé sur des roulettes.
et en fait se déplace comme ça. Enfin, ça fonctionne assez bien, je crois, dans le contexte du spectacle de danse. Donc ce spectacle de danse, en fait, était une sorte de mise en vie de certains de mes projets, comme par exemple cette sculpture qui s'appelle l'Explorateur, dont j'ai un peu du mal à parler parce que les choix esthétiques, je sais pas, je les ai fait un peu. Enfin, j'aurais des choses à dire sur cette sculpture, mais en tout cas, je crois, elle fait l'éloge d'une attitude face à la vie, hein, cette idée comme ça que on soit. Enfin, il y avait cette référence à ces jeux enfantins où on cherche à se faire peur, mais où aussi on cherche à découvrir d'autres choses. Donc il y a cette idée comme ça par le jeu de se mettre en situation d'effleurer d'autres mondes. C'est la seule photographie que j'ai réalisée pendant cette période de non-photographie qui s'appelle l'éloge de la clandestinité. Le sous-titre est Hommage à la résistance et ça reprend les mécanismes utilisés par exemple par les résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, ce n'est pas les mécanismes, mais en tout cas comment changer d'apparence et comment changer les signes reconnaissables. Donc là, en l'occurrence, moi, pour mes photos, c'était la mèche, le costume. Et là, en fait, j'apparais avec cette calvitie fausse, enfin temporaire en tout cas. Et puis, il y a un petit côté prof de géo qui part en Thaïlande et qui se fait une photo de... Mais c'était très drôle, en tout cas, de vivre cette sensation de clandestinité dans mon propre quartier. C'est-à-dire, parce que bien sûr, après, j'ai attendu que les cheveux repoussent. Et les premiers jours, c'était très... J'accélère un peu parce que là, je pense que... Là, c'est des sculptures plus récentes, donc en résine. Donc là, on revoit le... Alors, très brièvement, je sais que sur cette image, par exemple, il y a toujours des gens dans les vernissages. Donc là, il y a une psychiatre qui m'a dit « mais vous n'avez pas de sexe ». J'ai dit « oui, je n'avais pas pensé à ça ». Mais en fait, il y a ce désir en fait, ces personnages, je les ai appelés des silhouettes. Et en fait, il y avait ce désir de les rapprocher de la facture des personnages tels que je les dessine dans mes dessins, tels que je les réalise dans mes dessins. Donc il y avait cette tentative de faire un pont, en tout cas avec les dessins. Voilà, donc là, par exemple, ce sont des dessins qui ne donneront jamais lieu qui resteront au stade du dessin. Voilà, j'accélère. Donc le rendez-vous manqué, le sans-titre. Il y a souvent des rendez-vous manqués. Le quiproquo. Bon, il y a des dessins qui sont des fois un peu... Alors là, ça a donné lieu à une sculpture, l'hésitation métaphysique. Voilà. Bon, là, c'était au Jardin des Tuileries, mais je pense que c'était absolument pas le lieu où montrer cette sculpture, qui fait une référence, là c'est une inversion de l'hésitation métaphysique, mais pour dire les choses très simplement et très rapidement, pour moi, il y avait cette référence ou cet hommage à Guy Debord et à ce que moi j'ai compris des dérives psychogéographiques. C'est-à-dire c'est ma vision des dérives psychogéographiques qui sont sûrement beaucoup plus complexes que ça et beaucoup plus construites que ça. Mais voilà, moi il y avait cette... Là c'est une installation que j'avais faite aux Galeries Lafayette en 2015. Là, il faut savoir que les Galeries Lafayette et la famille Houzé, donc les patrons des Galeries Lafayette, sont des collectionneurs d'art contemporain, et qu'à l'intérieur des Galeries Lafayette, il y a une galerie qui s'appelle la Galerie des Galeries, qui organise régulièrement des expositions plutôt très intéressantes. Cette photo marque Cette photo marque la reprise de mon travail photographique. Donc elle date de 2015. Donc là, il y a sur cette image un grand ami, à nouveau, Mohamed Lawari Bakir, qui, à cette époque-là, faisait partie de l'équipe d'écho, on va dire, comme on les appelle avec Marc. Voilà. Et là, en fait, j'avais accepté donc, une invitation qui m'était faite à exposer dans un cadre photographique, puisque c'était le festival photo de Deauville. Alors là, c'était une sorte d'apparition ponctuelle à Lyon, où là, c'était une commande, mais il y avait ce côté comme ça un peu, bien sûr, par l'agrandissement spectaculaire. Une vue d'exposition avec différentes sculptures,
là, c'est une prothèse, en premier plan, c'est une prothèse que j'avais fait qui s'appelle la prothèse à geste, et en fait qui reprend exactement le mode de fabrication et d'intention des prothèses que j'ai pu réaliser dans les années 90, et qui là, en fait, maintient le bras de la personne qui le porte dans la position d'une main tendue, donc un geste positif et constructif. Là, c'est un espace VIP individuel, donc avec le côté un peu clinquant, faussement clinquant de ces espaces individuels que je ne supporte pas personnellement. Des espaces VIP, pardon. Une sculpture qui s'appelle la sortie des artistes, donc qui permet, là encore, d'une manière entendue de pouvoir... Non, il faudrait que j'ai plus de temps peut-être pour parler du sens que moi, en tout cas, je donne à ces sculptures. Mais voilà, il y a la possibilité de pratiquer, de sortir de sa vie d'artiste temporairement pour pouvoir peut-être mieux y revenir. Vous évoquiez tout à l'heure des périodes que je peux avoir, par exemple, d'activité ou de non-activité. Je pense que cette sculpture, elle illustre en tout cas cette attitude. 2016, c'est plutôt les pièces les plus récentes. Et là, donc, j'avais réalisé en petit format une sculpture qui s'appelle l'éloge du pas de côté. Et j'ai eu la chance, donc là c'est l'éloge de la pensée, j'évoquais ça tout à l'heure. Donc là c'est en bronze, c'est en petit format, c'est vraiment échélin, un cerveau échélin. Le titre là c'est Ego portable, donc c'est une sorte de masque de mon propre visage, et en fait qu'on peut éventuellement porter sur soi et qui est censé matérialiser l'ego dans toute son autosatisfaction, le côté un peu clinquant du visage. Alors j'ai tendance à préférer par exemple cette installation-là qui est un peu plus esthétiquement intéressante, je crois. Donc là c'était une exposition que j'ai faite assez récemment dans un lieu qui s'appelle Polygone Riviera, qui est un lieu dans le sud de la France, et qui chaque année, chaque été, invite un artiste à y intervenir. Le directeur artistique de ce lieu est Jérôme Sens, que peut-être vous connaissez, qui a été directeur du Palais de Tokyo et qui maintenant fait d'autres activités. Et ça a marqué justement une sorte... Jérôme Sens, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, mais on ne s'était jamais vraiment parlé. Donc j'ai été très agréablement surpris qu'il puisse m'inviter à participer à un de ses projets. Et ça a été pour moi un moment plutôt très fort, enfin très intéressant et fort, je crois, parce que c'était l'occasion d'approcher ou de mettre en scène certaines sculptures que j'ai pu réaliser ou certaines photographies, mais en tout cas de suggérer qu'elles puissent avoir un statut de pérennité. Donc là, c'est un piercing, un élément de décoration à l'absurde pour un palmier. Alors d'autres artistes ont fait ça, moi j'en ai vu, il n'y a pas que moi qui... Et là, donc là, on arrive au voyage à Nantes, pour faire très bref. Donc j'ai eu la chance de participer l'année passée, l'été dernier, au Voyage à Nantes, qui est une manifestation, une exposition culturelle qui a lieu dans toute la ville de Nantes. Et donc moi j'ai eu la chance d'être, pas mis à l'honneur, mais en tout cas j'ai été un peu gâté par les organisateurs du Voyage à Nantes. Et donc Jean Blaise, donc le commissaire de cette manifestation, m'a proposé d'installer différentes sculptures dans la ville et d'en produire aussi quelques-unes. Et là, en fait, cette exposition m'a permis, selon moi, de finaliser la petite fille que vous avez vue avant, qui était, à mon avis, un peu trop habillée de cette ambiance indienne et du coup qui crée une sorte de sens qui ne m'intéressait pas forcément. Enfin, j'étais pas forcément... Et puis un hasard heureux a fait qu'à Polygone Riviera, ils ont cassé le socle de la petite fille, le socle qui avait été fait en Inde, et ça m'a permis, avec l'assurance, de refaire un socle beaucoup plus de nos régions, on va dire, et surtout de libérer ce socle de cette enceinte qui était, là encore, à mon avis, un peu lourde. Donc du coup, la sculpture qui a été acquise par la ville se présente comme ça, donc sous sa forme la plus ouverte possible. Il y avait aussi cette sculpture qui s'appelle l'éloge de la discrétion, donc là, voilà, qui était installée dans un des lieux de Nantes. Et enfin, donc cette sculpture que vous avez vue avant sous forme de petit format, qui s'appelle donc l'éloge du pas de côté. Alors, ce n'est pas forcément la meilleure photographie qu'on puisse voir, mais je pense que vous voyez que voilà, cette sculpture donc, a un pied dans le vide et donc fait un pas de côté sur son socle. C'est une pièce là aussi qui a été acquise par la ville et qui, sur le socle en tout cas, il y a le titre bien sûr qui est écrit d'une manière définitive
Et le désir de Jean Blaise était qu'on la situe à Nantes, et donc il y a, ce qui est très rare chez moi, mais là c'est Nantes et Loge du Pas de Côté. Voilà. Et donc cette sculpture est installée sur une des places de Nantes qui est très fréquentée l'été, et qui est, là j'ai reçu une photo récemment, en fait je crois qu'elle a été assez bien intégrée ou acceptée par les gens de Nantes. Et récemment, enfin assez régulièrement, les Gilets jaunes, les Antifas viennent se réunir autour de cette sculpture. Donc je trouve un signe d'intégration. Je ne sais pas s'il est réussi, mais en tout cas d'intégration certain. Voilà. Et donc, pour conclure, ce qui n'était pas prévu quand Jean Blaise m'a proposé de participer à cette exposition, au Voyage à Nantes, en cours, en tout cas, il m'a proposé de réaliser le visuel, là encore, de cette manifestation. Et donc, j'ai réalisé cette image, qui est la dernière photographie que j'ai réalisée. Donc, je l'ai réalisée en avril dernier. Donc, qui correspond à la dernière image donc, que j'ai réalisée. Et qui, je crois, plus que d'autres, me semble-t-il, esthétiquement, ou en tout cas dans son ambiance, reprend le contact avec finalement mes premières photographies. Et je crois que ce n'est pas si incohérent que ça, puisque je reviens finalement à un rythme de photographie qui est celui que j'aurais jamais dû quitter, qui est que je fais une photo une fois tous les 2 ans, ou tous les ans. Enfin, ce n'est pas non plus une décision pensée, mais en tout cas, je suis revenu à un rythme beaucoup plus lent des photographies. Là, je suis en train de réfléchir au 3e balcon, que je ferai peut-être dans 1 an ou 2, mais en tout cas, je commence à élaguer. Voilà. Non, mais c'était bien que tu me le dises, parce qu'effectivement, j'ai mis trop d'images. Pour des questions? Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'avais une question par rapport à votre rapport à l'eau. Ouais, votre rapport à l'eau, aux espaces aquatiques. Et je voulais savoir ce qui vous avait poussé à travailler autour de cet élément-là. Et je vois que ça revient aussi dans vos photographies plus récentes. C'est un peu une question ouverte, mais je veux bien que vous me parliez de ça. Ce qui vous a poussé à travailler avec l'eau. Dans les productions récentes? Je vois que ça revient, même là, on a un petit... Alors là, c'est un peu différent. C'est indirect, mais voilà. C'est un peu différent, c'est-à-dire que là, en fait, j'apprécie de temps en temps, enfin plutôt, oui, je suis intéressé par les contraintes qu'implique la construction d'une image qui pourra être éventuellement utilisée pour certaines communications. Donc là, en fait, dans la construction de l'image, il y a des éléments... C'était présenté comme une contrainte, mais pour moi, ce n'était pas une contrainte. Il fallait que les Nantais reconnaissent leur ville du premier coup d'œil. Donc il y a effectivement, je ne sais plus quel fleuve coule à Nantes, mais la Loire, pardon. Et puis cette grue, enfin voilà. Okay. Mais je n'avais pas effectivement pensé à ce lien avec les photos sous-marines. Mais plus avant, enfin, sur les balcons ou les explorations sous-marines, c'est je sais pas, quoi qui vous a motivé au final, enfin, à travailler là-dedans, alors que c'est c'est pas anodin pour moi. Mais... Je sais pas. Ça me va comme réponse aussi. Hein, mais... Non, mais je pense qu'on peut avoir l'impression que l'eau a une importance particulière, me semble-t-il, mais je ne pense pas que ce soit le cas si on voit la totalité des images réunies ensemble. Après, c'est vrai qu'il y avait cette série photographique des explorations rationnelles sous-marins, qui peut-être confère à l'eau un statut particulier. Mais là aussi, je ne veux pas non plus dire que ce sont les hasards des rencontres de ma vie systématiquement. J'ai aussi, bien sûr, une attitude et des décisions personnelles. Mais là, il se trouve qu'au départ... Peut-être ça peut vous suggérer comment viennent des projets. Un jour, j'étais dans un vernissage. J'étais avec Marc Dommage,
que je n'avais pas vu depuis un moment. On va dans un bar, on prend un verre. Il me dit, alors tu travailles sur quoi? Donc je lui dis, je suis en train de préparer une photo sous-marine. Il me dit, ah ouais, ça va, super. Et puis à l'époque, donc dans ce bar, il me dit, mais tu veux la faire où? Je dis, on va la faire à Nice, et puis on l'a fait dans le port, il n'y a pas de souci, tout ça. Et derrière nous, il y avait un autre ami, Yves Sabourin, que peut-être connaissent certains, qui me tape sur l'épaule et qui me dit, mais Philippe, je t'écoute parler, non, c'est super compliqué de faire une photo sous-marine, ça implique des contraintes techniques. Je fais de la plongée, je vais te prendre un rendez-vous avec mon prof de plongée. Je prends le rendez-vous avec le prof de plongée. Il me dit, oui, c'est un peu plus compliqué, je vous propose de faire une initiation à la plongée. Après, il me dit, mais de toute façon, pour aller louer le matériel, il faudra que vous ayez le brevet, je ne sais pas quoi. Et donc, j'en finis là. Et puis, en fait, à un moment, la personne qui devait m'accompagner pour faire cette photo n'a pas pu et m'a présenté quelqu'un qui est devenu un ami, à nouveau, je suis désolé, Patrick Marchand, qui s'avérait être un spécialiste des effets sous-marins. Et je pense qu'au départ, j'avais prévu de ne faire qu'une photo, donc tout ça pour dire. Mais comme on était plutôt... il a su me parler de la mer d'une manière suffisamment intéressante, et surtout, il a su... je crois que déceler, ou j'ai décelé aussi, par rapport à ce qu'il pouvait me décrire, des liens. En tout cas, j'ai considéré à un moment que ça pouvait supporter une brève série de photographies. C'est une série qui est plus courte que les autres. Enfin, il n'y en a que 2, d'ailleurs. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Non. Oui, plutôt, oui. Non. Si. Mais, merci. Ouais. Merci. Non, mais après, il peut y avoir des interprétations. Enfin, moi, oui. Je demande juste comme ça, est-ce que vous êtes collectionneur d'objets particuliers vous-même? Est-ce que vous en créez beaucoup? Non. Chez moi, c'est le white, les murs blancs. Non, j'ai pas de... En fait, j'ai aucune considération pour les objets. Je n'ai absolument pas de... Enfin, je fétichise absolument pas les objets. Je pense que c'est peut-être ce qui m'a poussé aussi à fabriquer des objets dont la fonction était éloignée d'une fonction de l'ordre du quotidien, mais plutôt des sortes d'objets existentiels. Je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, mais en tout cas des objets qui pouvaient permettre éventuellement par leur usage et avec dérision et humour, j'espère, et distance, tenter de s'enrichir ou de suggérer qu'il puisse y avoir autre chose que les objets, justement. Bon, je pense que tu avais tout dit, donc pas de questions. Bon, merci 1000 fois et... Merci à vous.